Bonsoir tout le monde. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir pour notre deuxième webinaire, donc en récidive, qui s'intitule Le rôle de la santé communautaire en contexte de crise, l'expérience en Haïti. Santé communautaire qui est une approche évidemment très chère à Médecins du Monde, mais pas juste à Médecins du Monde. On va en parler aujourd'hui. Donc, bienvenue à toutes les personnes présentes et aussi évidemment aux panélistes. Cette année, Médecins du Monde, on marque notre 25e anniversaire. Donc, on espère qu'à un moment donné, on va pouvoir fêter en grande pompe avec le verre à la main. Ça s'en vient, mais ce n'est pas le cas ce soir encore. Donc, encore dans les célébrations virtuelles. Et tout au long de l'année, on va donc faire ces webinaires sur les enjeux en lien avec la santé, le changement social. Et on va essayer d'alterner aussi sur les sujets plus domestiques, plus nationaux et des sujets internationaux. D'ailleurs, on voudrait souhaiter toutes les personnes et les organisations qui nous ont appuyés au fil des années dans nos interventions en Haïti, parce que Médecins du Monde est en Haïti depuis plus que 20 ans, donc pas juste depuis le séisme, mais bien avant. Et ça fait toute la différence. Il y a voilà, évidemment Miss Flore qui travaille pour nous, Nicolas, mais je veux particulièrement souligner la contribution exceptionnelle de Dr. Shelley-Rose Hippolyte, en Haïti, pour Médecins du Monde, pour Haïti, pour le peuple haïtien. Donc, elle n'a pas besoin qu'on parle trop d'elle au niveau de tous ses accomplissements médicaux, mais avant tout, c'est une médecin comme on rêve d'en avoir, une médecin engagée pour la justice sociale. Donc, je suis très heureuse qu'elle est là ce soir avec nous, qu'elle a pris le temps. Et aussi, c'est notre administratrice. Donc, on est doublement chanceux. Merci aussi à Madame Borde parce qu'elle a déjà animé notre premier webinaire. Madame Borde non plus n'a pas besoin de présentation, mais je vais quand même donner quelques détails. Donc, elle est chef de bureau sciences et santé au magazine L'Actualité, journaliste scientifique, donc prédestinée à aimer Médecins du Monde et que Médecins du Monde l'aiment. C'est pour ça qu'elle est là ce soir aussi. Elle a reçu évidemment de nombreux prix et de lauréats. Elle a été aussi membre de la commission d'éthique en sciences et en technologie au Québec. Et elle co-dirige également le centre Déclic que je vous invite à regarder parce que c'est un centre d'excellence sur le dialogue entre les scientifiques et le public. Ce qui est essentiel par les temps qui courent où souvent on ne respecte pas assez la science. Donc, merci beaucoup. Merci à Madame Borde. Je vous passe la parole et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup, Nadia. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à nos panélistes. Donc ce soir, une rencontre sur le rôle de la santé communautaire en Haïti en contexte de crise. On va commencer notre activité par une discussion avec nos différents panélistes et puis, dépendamment de la vitesse à laquelle on va, d'ici à peu près une heure, un peu moins, on va vraiment ouvrir à une grande période de discussion là où vous pourrez interpeller chacun des panélistes et leur poser vos questions. Je vous présente tout de suite nos trois conférenciers pour ce soir. Avant de faire ça, pardon, je vais vous dire qu'il y a un quatrième conférencier qui se joindra peut-être à nous plus tard dans la soirée. Jacqueline Eugène, qui est spécialiste en mobilisation communautaire pour le Centre d'études et de coopération internationale qui est basé en Haïti. Donc, on verra si sa connexion Internet et sa disponibilité lui permettent de se joindre à nous ce soir. Mais sinon, comme Nadia l'a dit, je pense qu'on a trois excellentes personnes avec nous ce soir pour parler de ce sujet. Donc, je vais vous prendre dans l'ordre où je vous vois sur mon écran. D'abord, Marie-Flore G. Janvier, qui est infirmière communautaire pour Médecins du Monde Canada en Haïti, dans le département des NIP. Donc, bonsoir, Miss Flore. Je pense que vous allez m'autoriser à vous appeler comme ça. Super. Avec nous également Nicolas Demers-Labrousse, qui est coordonnateur général de Médecins du Monde Canada en Haïti. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Et puis également la docteure Shelley-Rose Hippolyte, qui est membre du conseil d'administration de Médecins du Monde Canada, comme vient de le dire Nadia, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, et qui est rattachée à la direction de la santé publique du CIUS de la capitale nationale, donc à Québec. Donc bonsoir Shelley-Rose.
Bonsoir à vous Alors, tous. on va attaquer notre discussion ce soir. On va faire ça en plusieurs blocs, hein. Donc, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais vous entendre, peut-être en commençant par Nicolas et Marie-Flore, sur la situation actuelle en Haïti. Quelle est la situation, puis quels sont les besoins vraiment prioritaires en matière de santé? Donc, on commence avec vous, Nicolas? Pas de problème. Donc, quand on parle de besoins en santé en Haïti, on touche une large question. Il y a beaucoup de besoins. On est dans le domaine de la santé, mais si on s'attaquait à tous les autres domaines, en infrastructure, en éducation, les besoins en Haïti sont urgents, sont prioritaires et sont assez imposants. Les défis également. Tout d'abord, comme vous le savez très bien, le 14 août, il y a eu un sévère tremblement de terre qui a touché le sud du pays, des endroits qui sont gravement affectés, des zones où est-ce que Médecins du Monde travaillaient déjà et continuent de travailler aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec trois départements, hein, la Grand'Anse, le département du Sud et l'Énip, qui sont grandement affectés avec cette problématique de centres de santé, d'hôpitaux qui sont pratiquement complètement détruits, des logements qui sont par terre complètement, des communautés qui sont brisées, des quartiers qui sont effacés, des populations qui sont dans le besoin. Donc, il y a des besoins urgents en termes de santé sur ces trois départements à la suite de cette catastrophe naturelle, de ce séisme, de ce tremblement de terre. Même 3 mois après, hein, on vient juste de passer les 3 mois de ce tremblement de terre, on essuie encore les pertes et les dégâts de ce tremblement, de ce séisme. Par la suite, en termes de santé, toujours, vous savez, il y a cette réalité qui touche tous les secteurs de la vie en Haïti qu'on ne peut pas passer sous silence aujourd'hui, c'est l'insécurité. Okay? Donc, quand on parle de santé, on parle aussi d'accès aux soins de santé. Et actuellement, cet accès aux soins de santé est compromis à cause de l'insécurité. Il y a des routes qui sont impraticables. Il y a des quartiers où est-ce que les hôpitaux ont dû fermer. Il y a des intrants médicaux, non médicaux, des équipements, des camions de médicaments qui ne peuvent pas se rendre sur les zones les plus impactées, sur les plus affligées par les séismes, qui posent des problèmes majeurs en termes de logistique de la santé actuellement. Toujours dans les besoins en santé, on parle aussi beaucoup de la qualité de ces soins de santé. On a des zones où est-ce que les médecins spécialistes se font de plus en plus rares, où est-ce que justement à cause des problèmes sociopolitiques actuels, on a un exode des cerveaux, des infirmières, des sages-femmes, des agents communautaires, des médecins qui partent à l'étranger pour trouver, comme on dit en créole, la vie meilleure, une vie meilleure, et qu'on peut comprendre dans les situations actuelles. On a également une inflation des prix importante en Haïti qui fait en sorte que le système de santé est à bout de souffle pour payer les infrastructures, pour payer les ressources humaines, les prestataires, les médicaments, le système en général. Vous en avez sûrement entendu parler tout récemment. On est aussi au prix avec une pénurie de carburant. Et ça a un impact majeur pour nous, Médecins du Monde, dans nos institutions de santé, mais également pour toutes les structures sanitaires, pour tous les hôpitaux du pays. Vous savez, en Haïti, ce n'est pas comme au Canada où est-ce qu'on a l'électricité 24 heures sur 24. On a à peu près 3 à 4 heures d'électricité à chaque 48 heures peut-être, donc à chaque 2 jours. Donc, il faut être capable de produire de l'énergie pour être capable de traiter, pour être capable d'avoir des chirurgies, pour être capable d'avoir des matériels électriques, pour être capable d'avoir l'électricité courante dans les hôpitaux. Donc, on fonctionne avec des génératrices la majorité du temps. Pour alimenter ces génératrices, on a besoin de carburant, diesel, de gaz. Et actuellement, il y a une pénurie de carburant qui fait qu'on voit qu'il y a plusieurs hôpitaux qui sont en train de fermer, que cet accès aux soins de santé, qui est un droit fondamental, ne peut être respecté, surtout dans les zones les plus marginalisées. Médecins du Monde, on travaille beaucoup en santé sexuelle et reproductive, en santé primaire, en santé nutritionnelle, en santé materno-infantile. Et tous ces services sont actuellement compromis. En tout cas, on essaie de s'adapter du mieux possible dans ces pénuries de carburant, dans ces facteurs sociopolitiques d'insécurité, etc. On essaie d'adapter nos interventions. Malgré tout, on voit qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer, notamment dans la réponse au séisme, notamment dans des zones très marginalisées comme Cité-Soleil,
Ou est-ce qu'on continue d'opérer, qui est dans les quartiers les plus rouges de la capitale? Ou est-ce qu'on est capable de continuer d'apporter notre apport? Ou est-ce que Médecins du Monde est toujours bienvenu? Ou est-ce qu'on continue à sauver des vies au quotidien? Donc, bien entendu, dans tout ce contexte de santé du système sanitaire en Haïti, on sent qu'il y a une certaine perte de confiance de la population envers le système de santé, envers les structures sanitaires. Et c'est un danger important parce que depuis des années, on travaille à construire un pont entre la communauté et les institutions sanitaires. Et on voit que ce pont est en train de s'effriter en raison des manquements dans les hôpitaux, dans les structures sanitaires, dans les centres de santé. Et on travaille justement à assurer une accessibilité aux soins de santé, mais également à la qualité des services de santé, dans la vision que la santé, bien entendu, est un droit et non pas un privilège. Voilà. D'accord, donc ça nous fait une bonne introduction. Miss Flore, de votre point de vue, comment ça va? Puis quels sont vraiment les besoins les plus criants? Alors, ma lecture de la situation actuelle n'est pas trop différente de celle évoquée par Nicolas. Donc, je vais surtout aborder un petit peu l'aspect sanitaire. Je pourrais dire que la situation sanitaire est chroniquement précaire. Donc, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui était déjà là. Le budget national pour la santé est très faible. Les institutions sanitaires sont actuellement dépassées, donc avec les récents événements, donc ils ne peuvent pas vraiment assurer leur rôle. Mais maintenant, prenons les infrastructures sanitaires. Donc, les infrastructures sanitaires, les institutions ils sont insuffisantes et pour la taille de la population. Donc, et les institutions qui existent ne peuvent pas vraiment fournir des soins de qualité à la population. Donc, prenons l'exemple de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Donc, c'est le plus grand centre hospitalier du pays, mais ne peut pas vraiment fournir des soins à la population. Il n'y a même pas un centre scanner au plus grand centre hospitalier du pays. Donc, c'est alarmant, donc c'est très préoccupant. Ensuite, comme étant donné moi, je travaille dans les NIP, donc je connais très bien la réalité des NIP. Je vais toujours accentuer sur les NIP. Alors, la réalité sanitaire des NIP n'est pas trop différente de la réalité sanitaire du pays. Donc, il y a seulement l'hôpital Sainte-Thérèse, il y a l'hôpital Sainte-Thérèse qui est là pour recevoir toutes les personnes qui venaient des autres structures de santé. Donc, l'hôpital, en termes de bâtiments et physique, l'espace physique même n'est pas approprié. Donc, ça, c'est un problème. Donc, ensuite, c'est un hôpital qui a été construit c'est un espace qui a été construit pour un centre de santé, maintenant qui est converti en un hôpital. Donc, c'est vraiment un peu difficile pour le département des NIP. Et ensuite, avec le coronavirus, donc ça complique un petit peu la situation, puisqu'on est obligé de, malgré l'espace ne répond pas, mais on est bien obligé d'aménager un espace pour prendre en charge les cas de coronavirus. Donc, c'est la situation. Là, ça se complique. Alors, Médecins du Monde Canada, et à travers ses projets dans les NIP, a toujours anticipé pour corriger certaines faiblesses. Donc, c'est ainsi qu'il a mis en place des mesures de prévention et de contrôle des infections donc, pour éviter la propagation du virus dans les institutions. Maintenant, prenons les ressources humaines. Donc, les ressources humaines donc, sont insuffisantes. Donc, avec 32 infirmières et 21 auxiliaires, 10 médecins, donc c'est insuffisant pour l'hôpital Sainte-Thérèse. Donc, l'hôpital Sainte-Thérèse ne peut pas vraiment assurer la rotation. Mais maintenant, allons voir les soins, comment ça se passe au niveau des soins. Je vais prendre un exemple au niveau des soins. Donc, c'est par exemple la question de transfusion sanguine. Donc, c'est un exemple que je prends. Donc, à l'hôpital Sainte-Thérèse, il n'y a pas de centre de transfusion sanguine.
pour le département de Nîmes. Il n'y a pas de centre de transfusion sanguine. Donc, si quelqu'un a un problème, si une femme enceinte qui vient avec des complications obstétricales, donc on est bien obligé d'envoyer chercher du sang pour Port-au-Prince. Donc, et avec la situation de Martissant, c'est compliqué. Les groupes armés donc, empêchent le passage des gens paisibles. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, la situation vraiment est alarmante. Et ensuite, si on prend les moyens financiers pour cet hôpital-là, il n'y a pas vraiment de moyens financiers. Les ressources financières sont limitées. Les ressources financières sont très limitées. Donc, l'hôpital est obligé à payer à partir des recettes internes certaines personnes. Donc, c'est vraiment préoccupant. Et ensuite, alors, comme je viens de dire, toutes ces choses-là montrent combien les soins sont inaccessibles. C'est ce qui a toujours justifié la pertinence des projets de Médecins du Monde Canada dans les NIP, puisque rendre accessibles les soins a toujours été et demeure une priorité pour Médecins du Monde Canada. Maintenant, allons voir après le séisme comment est la situation. Donc, après le séisme, la situation est devenue beaucoup plus compliquée. Et dans les NIP, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a 4 institutions qui sont sévèrement touchées. Donc, il y a l'asile, il y a Baradère, il y a Petite-Roue, il y a Arnaud. Donc, à l'asile, il y a l'espace de la maternité qui était effondré, tout ça. Donc, ça rend compliqué la situation. Et surtout ça rend compliqué la situation. Donc, et selon la protection civile, le bilan est très lourd. Donc, on a dénombré environ 2036 victimes, 169 décès. Ensuite, 15 520 maisons détruites. Donc, tout ça, donc c'est une nouvelle situation qui demande des changements de vie, tout ça, et qui a des conséquences graves sur la santé de la population, parce que les gens vont devoir s'adapter avec cette nouvelle situation. Et maintenant, si on prend la situation conjoncturelle et le contexte actuel du pays, donc c'est alarmant. Donc, il y a une pénurie, comme a dit Nicolas, une pénurie de carburant, d'oxygène. Les hôpitaux, ils n'ont pas d'oxygène, c'est grave. Et d'eau potable. Et les personnels médicaux ne peuvent pas se rendre à leur lieu de travail. Donc c'est vraiment difficile, c'est vraiment préoccupant. Ensuite, le transport public en privé, donc et ne fonctionne presque pas. Donc, ça, c'est vraiment alarmant. Et ensuite, les hôpitaux qui n'admettent plus de patients. Donc, c'est grave pour un pays. Des hôpitaux qui n'admettent plus de patients. Et ensuite, certains hôpitaux menacent de fermer leurs portes si rien n'est fait. Donc, c'est ça la situation actuelle. Et les besoins, sont beaucoup les besoins. Ils sont beaucoup les besoins. Les besoins sanitaires sont beaucoup. Donc, il va falloir les lister avant même de les prioriser. Donc, ils sont tellement beaucoup, ils sont tellement énormes, les besoins en santé en Haïti. Nous avons besoin de renforcer les directions départementales, renforcer les institutions sanitaires en intrants et en matériels médicaux, appuyer les institutions en ressources humaines parce qu'il y a toujours une carence de personnel pour fournir des soins de qualité à la population, renforcer les activités communautaires, former les prestataires de soins, renforcer la capacité des acteurs communautaires, ensuite renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les hôpitaux, surtout avec le contexte de coronavirus. Mais maintenant, s'il faut prioriser des besoins, ils sont tellement énormes, mais quand même, il faut faire une priorité. Donc, s'il faut prioriser les besoins, il fallait prioriser le renforcement des activités communautaires. Donc, il faut renforcer les activités communautaires parce qu'il faut aller trouver la communauté. Il faut aller trouver les gens. Oui. Ben, écoutez, ça fait une bonne introduction. C'est toutes des choses sur lesquelles on va revenir. Je voudrais maintenant passer la parole donc à Shelley Rose qui va nous parler plus un peu vraiment de la santé communautaire, des principes qui définissent la santé communautaire, puis en quoi cette approche-là est pertinente dans le contexte d'une crise comme ça.
Donc, je vous laisse nous expliquer tout ça. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, en fait, la santé communautaire, tout comme la santé publique, vise toutes les deux à améliorer la santé de la population et à réduire aussi les écarts d'état de santé qui existent entre différents groupes dans une communauté, en agissant sur un ensemble de facteurs qui influencent la santé. Donc, pour certains, la santé communautaire, en fait, est incluse dans la santé publique. Pour d'autres, la santé communautaire s'en distingue clairement. Pour d'autres encore, les deux se chevauchent. Bref, en tout cas, le débat reste entier et est parfois même assez virulent. On peut dire que la santé communautaire est née d'à peu près dans les années 60, dans le fond, pour proposer d'autres avenues. Donc, à une approche de santé publique qui était jugée un peu trop biomédicale, c'est trop axée sur les soins curatifs, trop axée sur une approche d'experts qui détiennent les savoirs et les connaissances issus d'études et de recherches, puis qui déterminent les interventions qui sont jugées les plus pertinentes pour améliorer la santé de la population. Une approche aussi de santé publique qui était jugée parfois un peu trop paternaliste, dans laquelle les personnes ou les groupes ont le sentiment d'avoir, dans le fond, peu de choses à dire sur les décisions qui les concernent. Donc, sans nier l'importance de tous ces savoirs experts et scientifiques basés sur des données qu'on dit probantes, en fait, la santé communautaire, elle propose une approche complémentaire. Donc, une approche dans laquelle on reconnaît que les personnes, elles aussi, ont des connaissances et des savoirs sur comment améliorer leur santé, sur les interventions qui, d'après elles, seraient les plus pertinentes, les plus efficaces, les mieux adaptées, celles qui sont susceptibles d'être le plus acceptées dans la communauté, celles qui vont susciter probablement le plus d'adhésion. Donc, la santé communautaire, elle propose une approche dans laquelle les savoirs développés par les expériences des personnes, des groupes, des dynamiques locales, des luttes sociales, ont vraiment leur place. Parce que dans le fond, comme il existe une échelle sociale, il existe aussi une échelle du savoir. Puis on sait très bien qu'on n'est pas tous égaux dans cette échelle, en partant du haut vers le bas, de l'universitaire, par exemple, des professionnels, des intervenants et des personnes. Donc, on n'a pas tous la même légitimité de prendre la parole. On ne bénéficie pas tous de la même reconnaissance et de crédibilité. Dans le fond, ce qui est autorisé, ce qui est entendu, ce qui est jugé crédible dépend beaucoup de notre position sociale dans cette échelle. Puis en général, on disqualifie les savoirs autres qu'experts et scientifiques. Et la santé communautaire vient nous dire que non, que les personnes ont aussi des savoirs qui doivent être entendus. Et la santé communautaire, c'est donc une approche qui valorise tous les savoirs, experts bien sûr, mais aussi de terrain et expérientiels. De même, la santé communautaire nous rappelle que les personnes et les communautés ne sont pas des personnes passives, dépourvues de toute initiative, en attente de solutions de personnes expertes, le plus souvent étrangères à leur réalité, et qui relèvent d'institutions. Donc, la santé communautaire vient nous dire que les personnes sont, dans le fond, les premières concernées par leur santé et qu'elles sont les premières actives à trouver des solutions. Donc, dans le fond, la santé communautaire nous rappelle que les personnes et les communautés ont des capacités et des ressources qui sont déjà mobilisées avant que les experts arrivent, puis qu'elles en ont d'autres aussi qui peuvent être mobilisées pour améliorer la santé. Et donc, on peut dire que la santé communautaire met aussi l'accent sur les capacités et les ressources des personnes et des communautés. La santé communautaire nous rappelle aussi que les personnes, ce n'est pas des patients, c'est des citoyens. C'est des citoyens qui ont des droits et que tous les citoyens ont des droits, même ceux qui sont marginalisés dans une communauté. Le droit d'être entendu, comme j'ai parlé tantôt, mais aussi le droit d'influencer les décisions qui les concernent, de participer à la planification, la mise en œuvre, l'évaluation des interventions qui vont être mises en place. Donc, la santé communautaire, dans le fond, appuie les démarches collectives qui visent à répondre, à résoudre des problèmes de santé collectifs. Donc, c'est une approche qui met l'accent sur la citoyenneté, la participation citoyenne et le développement du pouvoir d'agir. Donc, la santé communautaire rappelle aussi que pour valoriser les savoirs, favoriser la mobilisation, la participation citoyenne, la proximité, elle est nécessaire.
Donc, puis être en quête de proximité, bien, ça implique de sortir. Donc, oui, il faut sortir pour rejoindre les gens là où ils sont, dans leur espace de vie. Mais même dans les endroits les plus reculés ou les moins accessibles ou les plus touchés par l'insécurité. Donc, Médecins du Monde connaît ces endroits-là. Donc, oui, il faut sortir, mais il ne faut pas juste sortir de son bureau, parce que ça, ce serait un petit peu trop facile. Bien qu'en Haïti, sortir de son bureau, c'est quand même une épreuve dans le contexte des mornes, de Cité Soleil ou de l'insécurité actuelle. Mais bref, il ne faut pas juste sortir de son bureau. Il faut sortir de ses cadres habituels de pensée et d'action. Donc, il faut apprendre à se déplacer, pas se déplacer vers, mais se déplacer soi-même. Donc, être prêt à déplacer nos propres chaînes de pensée, notre vision des choses, nos a priori, nos représentations, pour mieux saisir en fait ce qui fait sens pour les autres, pour la communauté. Donc, la proximité, elle ne peut pas être juste géographique, elle doit être aussi sociale, relationnelle, expérientielle. Donc, en somme, et pour terminer, la santé communautaire, c'est plus qu'une approche, c'est un positionnement. Donc, un positionnement clair et ferme qui repose sur des valeurs de justice, de démocratie, d'autonomie et de respect, puis qui reconnaît qu'il y a des inégalités au regard des savoirs, des pouvoirs, des rapports sociaux, je viens d'en parler, qu'il existe des rapports de force entre, on peut dire, les gens qui viennent de l'extérieur et les locaux, entre les experts et la population, puis que dans le fond, on cherche à s'inscrire dans des rapports différents. Elle reconnaît aussi que les professionnels et les experts, ben, ce n'est pas les seuls détenteurs des savoirs. Puis que les personnes dont ce sont des citoyens qui ont des droits de participer, d'influencer les décisions qui les concernent. Puis qu'on ne peut plus penser, planifier, mettre en œuvre des interventions sans la population. Là. Ça fait vraiment plus de sens. D'accord. Donc, dès lors qu'on reconnaît l'importance des principes là, dont je viens de parler, bien, la santé communautaire est toujours pertinente, pour répondre à votre question, est toujours pertinente, que ce soit dans les contextes de développement ou d'urgence ou de crise. Dès lors qu'on souhaite intervenir auprès d'une communauté, bien, la santé communautaire est pertinente. D'accord, mais merci beaucoup. Ça nous fixe, je pense, très très bien le cadre d'action et la philosophie même d'action de la santé communautaire. On va parler peut-être un peu maintenant justement de comment mobiliser ça, comment ça s'organise finalement en Haïti actuellement, notamment dans la réponse au séisme. Peut-être on continuerait avec vous, Nicolas. Comment ça s'articule cette réponse pour accompagner les victimes? Avec quels acteurs sont impliqués? Puis comment vous mobilisez aussi tout l'ensemble de la communauté pour être capable de réagir? Oui, bien, effectivement, dans la réponse au séisme, c'était quelque chose d'extrêmement important d'être capable de mobiliser la population. De toute façon, tout était bloqué, même les structures sanitaires étaient bloquées. Mais avant d'arriver à comment on mobilise directement, j'aimerais vous faire part d'une petite anecdote. Et en fait, quand le tremblement de terre est arrivé, toute l'équipe avec laquelle on travaille à Médecins du Monde, on était à l'église pour malheureusement des funérailles d'une de nos collègues. D'un coup, la terre à 8h30 s'est mise à trembler le 14 août et tout le monde est sorti d'un coup de l'église parce que tout le monde a encore cette idée en tête de 2010, du terrible tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes. Tous sortis en même temps et d'un coup, on a vu des gens tomber en crise de panique, des détresses psychologiques, des gens qui revivent des images qu'ils ont déjà eues à Port-au-Prince. Et nous, on était à ce moment-là à Port-au-Prince. Donc, on sentait seulement des secousses du tremblement de terre, mais jamais qu'est-ce qu'on a pu sentir à la Grande-Anse, au sud ou encore au NIP. Très rapidement, notre équipe de travail et d'autres organisations a mis la main à la pâte avec le ministère de la Santé pour voir quelles solutions on pouvait mettre de l'avant pour être capable de répondre à ce séisme. La première chose, bien entendu, c'est de coordonner du point de vue institutionnel. Donc, on a bien entendu des structures sanitaires où est-ce qu'on fait un appui à ces institutions, on amène des intrants médicaux, non médicaux, du matériel, et des équipements de toutes sortes. On a aussi vu que dans les zones qui ont été les plus touchées, on avait un grand manque de médecins spécialistes.
Donc, on a essayé d'amener du nord, de différents départements de Port-au-Prince, des médecins spécialistes, surtout des anesthésistes, des orthopédistes, des urgentologues qui sont arrivés directement sur les départements les plus affectés pour donner un coup de main. On a aussi dû rapidement aller de l'avant avec des réhabilitations. C'est-à-dire, comme la majorité des centres étaient complètement écrasés ou qu'on craignait qu'il y ait d'autres secousses, on a dû faire des réhabilitations très rapides pour assurer la pérennité des soins en santé primaire, des soins en santé sexuelle et reproductive. On voyait quand on passait dans les différents hôpitaux, on voyait par exemple des femmes accoucher dans la cour de l'hôpital ou en dessous d'un arbre directement, des césariennes, des chirurgies. C'était assez difficile. Donc, avoir quand même une certaine base, ne serait-ce qu'avec des tentes ou avec des abris temporaires, des structures semi-permanentes, ça nous a permis d'opérer rapidement. Ça, c'était plus du point de vue institutionnel. Mais du point de vue communautaire, il y a aussi eu plusieurs choses qui ont été mises de l'avant pour être capable de toucher plus directement les communautés qui n'étaient pas en mesure de venir à l'hôpital. Faute de route, faute de moyens économiques et faute de priorité aussi. Quand vous avez tout perdu du jour au lendemain, que vous savez que l'hôpital est condamné, est brisé, quand vous savez que vous allez risquer de vous faire traiter à l'extérieur de l'hôpital dans une cour, c'est peut-être pas votre priorité d'aller à l'hôpital. D'où l'importance de délocaliser les soins, d'aller vers la communauté. On a travaillé avec des agents de santé communautaires polyvalents. Qu'est-ce que c'est des agents de santé communautaires? C'est des leaders communautaires qui ont été formés sur des principes de base en santé. C'est le premier échelon de la pyramide sanitaire en Haïti. Donc, c'est des leaders qui sont dans leur communauté, qui habitent dans la communauté, qui connaissent chacun des voisins de la communauté et qui sont capables d'apporter des soins, si on veut, les premiers soins, ou de référer quand les cas dépassent ce qu'ils peuvent effectivement réaliser. Donc, on avait déjà un réseau d'ASCP, des ASCP, c'est des agents de santé communautaire polyvalents, donc on les appelle des ASCP en Haïti. On avait déjà plusieurs au NIP. On a renforcé avec 30 ASCP de plus pour être capable de répondre à l'urgence. On avait déjà aussi des liens avec les matrones. Les matrones, qu'est-ce que c'est? Les matrones, en fait, en Haïti, 65% de la population accouche à la maison. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas dans une structure sanitaire pour accoucher. C'est un peu les sages-femmes haïtiennes, mais qui n'ont pas nécessairement eu une éducation, qui n'ont pas nécessairement eu des cours pour devenir sage-femme. Ils se disent plutôt que c'est un don de Dieu ou un don de la famille. Ils ont beaucoup de pratiques, ils sont très reconnus dans leur localité. Donc, on a travaillé avec ces sages-femmes, avec ces matrones dans les localités pour être capable de voir qui était le plus touché. Est-ce qu'il y avait des femmes enceintes? Est-ce qu'il y avait des jeunes enfants? Est-ce qu'on devait référer dans différents centres? Qu'est-ce qui devait être fait? On a aussi travaillé avec les organisations communautaires de base. Et ça, dans la stratégie communautaire, les organisations communautaires de base sont clés. C'est des organisations de femmes, des organisations de jeunes, des organisations de leaders qui sont au sein de leur communauté et qui sont capables d'avoir des impacts sur l'hygiène, sur la nutrition, sur la santé sexuelle et reproductive, sur toutes sortes de sujets. Donc, on a directement pu travailler avec eux pour qu'ils soient en mesure de mobiliser leur communauté et apporter une aide d'urgence dans le cadre du séisme. On a aussi travaillé avec une équipe psychologique. Comme je vous disais un peu plus tôt, le travail de Médecins du Monde, oui, il y a de la santé physique, c'est ce qu'on fait au point de vue institutionnel ou communautaire, mais c'est aussi de la santé mentale. Et sur ce point, quand on parle de tremblement de terre en Haïti, ça sonne un écho difficile. On se souvient en 2010, plus de 300 000 morts en moins d'une minute. Donc, bien entendu, tous les Haïtiens ont des séquelles par rapport à cela. Donc, on trouve actuellement des graves cas de détresse psychologique et on a pu dépêcher une équipe directement de psychologues sur le terrain, dans la communauté, pour faire des groupes de discussion, pour rencontrer des personnes qui étaient plus atteintes, des enfants qui ont arrêté de parler après le tremblement de terre, des parents qui n'ont jamais pu rentrer dans leur maison qui était détruite ou semi-détruite, des personnes qui sont vues paralysées. On a vu aussi des jeunes qui sont devenus du jour au lendemain aveugles, pas parce qu'ils ont reçu un choc sur la tête, mais plutôt parce qu'ils ont reçu un stress avec ce séisme. On a aussi essayé d'impliquer le plus d'acteurs possible. Vous savez, Médecins du Monde, notre but, ce n'est pas de prendre la place, mais plutôt d'appuyer des acteurs locaux pour être capable de renforcer les compétences, le leadership de ces acteurs. Commençons d'abord avec les directions sanitaires, c'est-à-dire
direction qui chapeaute le département des NIP, qui était débordé. Quand je parlais avec le directeur sanitaire des NIP, le département en Haïti, un des départements où est-ce qu'il y a eu l'épicentre tremblement de terre, je ne l'ai jamais vu aussi troublé de voir sa population aux abois, de voir les structures sanitaires détruites, la communauté qui ne savait pas sur quel système se reposer. On a aussi essayé d'appuyer rapidement les communautés via les organisations locales. Donc, on a essayé de faire du renforcement du leadership. Pour nous, la priorité, que ce soit dans la réponse au séisme ou dans les autres aussi opérations de Médecins du Monde qui sont en développement, qui sont au nord-ouest, qui sont à Port-au-Prince, qui sont, comme Shelley Rose le mentionnait, dans des zones plus difficiles, plus vulnérables, plus marginalisées, comme Cité Soleil, c'est la mobilisation. Et cette mobilisation actuellement fait en sorte qu'après 3 mois du séisme, on est capable de voir un semblant de système de santé qui continue à faire le pont entre la communauté et les systèmes et les structures sanitaires. Je vais laisser la parole parce que je sais que d'autres personnes sur le terrain ont beaucoup à dire sur le sujet. Oui, ben on va donner effectivement la parole peut-être à Miss Flore pour continuer. Vous, de votre perspective, comment est-ce que vous voyez justement cette réponse qui a été fournie à l'occasion du séisme et cette mobilisation? Ah, vous avez votre micro fermé. Voilà, Ok. c'est correct. Alors, après, le séisme, c'était pas vraiment facile. La situation était vraiment, vraiment compliquée, mais quand même, avec les expériences, on a pu quand même atterrir sur le terrain. Donc, Médecins du Monde Canada, à travers ses actions, reste et demeure un partenaire clé pour la direction départementale. Et il y a une confiance mutuelle. C'est cette confiance qui nous a permis d'atterrir avec l'accompagnement. Et cet accompagnement, on l'a donné sur 2 niveaux. Sur un niveau institutionnel et sur le niveau communautaire. Donc, c'est un accompagnement qui est fait à 2 niveaux, niveau institutionnel et niveau communautaire. Donc, comme je vous ai dit, donc c'était pas trop facile avec la situation actuelle. Donc, Matissan était bloqué, donc il fallait utiliser d'autres stratégies pour atterrir. Donc, alors, comment on a fait? Donc, pour le niveau institutionnel, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, la première chose qu'on a fait, on a mobilisé les acteurs. Donc, il faut mobiliser les acteurs. On a mobilisé les acteurs. Ensuite, on a fait une évaluation à distance. La première chose qu'on a fait, on a fait une évaluation à distance via les responsables des institutions. Cette évaluation va être validée par la direction départementale. Ensuite, on a rencontré la direction départementale pour essayer de voir les priorités et comme ça pour s'aligner à leur plan de réponse. Ensuite, on a priorisé l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragoâne. On a mis un focus sur l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragoâne parce que donc, tous les cas viennent directement à l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragoâne. Donc, on a, comme vient de dire Nicolas, donc on avait fait chercher des spécialistes, des 4 orthopédistes ont été déployés dans les NIP et pour opérer les personnes qui avaient des fractures. Donc, on a fait la réparation d'ambulances pour l'hôpital Sainte-Thérèse pour faciliter le transport. On a réparé la génératrice de Sainte-Thérèse aussi pour l'éclairage de l'hôpital. Ensuite, on a approvisionné Sainte-Thérèse en urgence pour donner les médicaments comme des analgésiques, des antibiotiques, tout ça. Ensuite, on a fait l'évaluation des autres bâtiments pour voir comment est-ce que les bâtiments sont affectés, tout ça. Et ensuite, on a procédé à un appui aux ressources humaines, donc 45 personnels embauchés. Et ensuite, on a fait la distribution des médicaments, appui psychologique, tout ça, donc aux zones les plus affectées. Ensuite, pour le niveau communautaire, donc on a essayé également de mobiliser les acteurs communautaires
et renforcer aussi les activités communautaires. Comment on a embauché 33 SCP pour pouvoir renforcer les activités communautaires. Ensuite, on a organisé des visites de terrain pour aller voir comment ça se passe, pour aller voir comment et les gens vivent dans cette situation. Et comme ça, on a pu voir, on a touché du doigt le problème, on a vu tous les problèmes. Les gens, il n'y avait pas de même bâche pour se protéger du soleil, de la pluie, tout ça. Donc, c'était une situation vraiment, vraiment difficile. Tout le monde était presque dans la même situation, surtout à l'asile. Presque toutes les maisons sont détruites. Ensuite, on a pu identifier les personnes vulnérables et on a planifié avec les acteurs communautaires des opérations de distribution de kits. Et après, on a distribué environ 350 kits avec à Baradère. Donc, c'est avec l'aide de Médecins du Monde, ou bien avec l'appui de Médecins du Monde et SPY. Et on a aussi distribué 600 kits à l'asile et à Petit-Trou-de-Nid pour personnes vulnérables. Ensuite, on a, même pour le niveau communautaire, on avait donné un appui psychologique. On a également donné un appui psychologique au niveau communautaire avec les psychologues. Donc, on a organisé des groupes de parole. Les psychologues organisent des groupes de parole à la communauté pour essayer pour que les gens puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Donc, en fait, c'est comme ça. Et ensuite, on est en train de tout mettre en place pour organiser des groupes de parole au niveau des écoles et comme ça pour que les enfants puissent exprimer leurs émotions. D'accord, d'accord. Oui. On va revenir à vous par la suite, docteur Chili-Rose, Hippolyte. Comment vous voyez l'articulation vraiment de la santé communautaire dans la réponse à un événement comme ce séisme? Bien, en fait, là, moi, mes propos vont pas être centrés sur la situation actuelle en Haïti parce que mes collègues, Nicolas et Marie-Claire, sont mieux placés que moi. Peut-être sur la réponse de Médecins du Monde Canada dans les contextes d'urgence au cours des dernières années. Puis, dans le fond, je vais m'appuyer notamment sur une réflexion qui a été menée en mai 2019 en Haïti, qui avait réuni notre directrice générale, le coordonnateur général qui est Nicolas et les membres de l'équipe de Médecins du Monde Canada en Haïti où j'avais la chance d'être présente. Puis cette réflexion-là, en fait, c'est un temps d'arrêt. Un temps pour faire un bilan des interventions que Médecins du Monde avait menées, identifier les caractéristiques, les forces, les éléments améliorés, tout ça pour mieux planifier l'avenir. Et puis en remontant sur les 25 dernières années, depuis le début des interventions de Médecins du Monde en Haïti, on a pu identifier 4 phases, chacune avec ses particularités. Mais au-delà de ces particularités, ce qui était intéressant, c'était de constater que la présence de certaines caractéristiques qui étaient constantes dans la réponse de Médecins du Monde Canada en situation de crise, tout comme, dans le fond, dans les projets de développement aussi, d'ailleurs. Donc, parmi les caractéristiques de la réponse de MDM, on retrouve des interventions, en fait, qui ont toujours ciblé les populations les plus défavorisées. Donc, soit parce qu'elles vivent dans des zones les plus reculées, elles ont difficilement accès à des soins de santé où il y a peu d'organisations, donc qui sont présentes, soit parce qu'elles vivent dans des zones où l'insécurité est très élevée, comme la commune ou le bidonville de Cité-Soleil, là où certains quartiers sont sous l'autorité de chefs de gangs armés où peu d'organisations finalement s'aventurent. Une autre caractéristique, ça a été, c'est l'appui constant au système de santé public. Donc, le ministère de la Santé publique et de la Population, les directions sanitaires, les structures de santé publique, toujours avec l'idée qu'il faut renforcer les structures locales, départementales, nationales présentes, qui, elles, ont le mandat d'améliorer la santé de leur population plutôt que de travailler en parallèle. D'accord. Aussi, une constante, c'est l'approche, Marie-Flore en a parlé, accès à la fois sur le système de santé et à la fois dans la communauté, toujours les deux. Je pense que c'est un élément caractéristique des interventions de Médecins du Monde Canada en situation de crise comme de développement. L'appui aux structures sanitaires se fait dans les structures publiques ou communautaires, toujours par la mise en place de stratégies à la fois institutionnelles et communautaires.
Et puis, l'approche axée sur les communautés se fait en situation de crise, notamment, Nicolas en a parlé, Marie-Flore aussi, par la mobilisation des leaders pour identifier les zones les plus touchées, les populations les plus touchées, les besoins prioritaires, planifier les interventions, etc. Donc, les acteurs qui sont impliqués dans la situation de crise, bien, ils sont multiples. Donc, les acteurs, évidemment, du système de santé publique, on en a parlé. Les leaders des communautés, donc Nicolas et Marie-Flore en ont parlé, mais on parle vraiment large. Donc, les maires, les CASEC, les représentants des maires dans les plus petites sections, les notables, ça peut être les chefs de camps de personnes déplacées, les chefs de gangs armés, les leaders religieux, les directeurs d'école, les responsables de groupes communautaires, les responsables de divers regroupements, les tradipraticiens, bref, parce que ce sont eux là, qui nous informent des problèmes et des besoins les plus urgents de leur communauté, des priorités, pas les nôtres, mais les leurs, les interventions qui devraient être menées, puis comment ça devrait être mené et où. Et ce sont eux qui font en sorte que nos interventions aussi sont possibles et qui mobilisent les membres de la communauté. Donc, le dernier point, comment la mobilisation des acteurs se fait? Bien, la capacité de Médecins du Monde de mobiliser les acteurs est liée, à mon avis, au fait que les équipes se déplacent pour aller à la rencontre déjà là où ils sont. Donc, les équipes, on l'a dit, se déplacent dans les zones très difficiles d'accès, dans des quartiers où l'insécurité est vraiment élevée. Puis, je pense que les gens ont de la reconnaissance pour cette volonté d'aller les rejoindre là où ils sont, au-delà des obstacles, cette volonté de rejoindre ceux qui sont le moins rejoints habituellement. La capacité de Médecins du Monde de mobiliser les acteurs est liée certainement aussi et fortement, je pense, au temps investi par les équipes pour établir des relations, même en situation de crise. Donc, le temps investi pour établir des relations, pour bâtir des liens de confiance. Donc, l'investissement dans le lien est garant de la mobilisation des leaders puis de la communauté. Puis enfin, la capacité de MDM de mobiliser les acteurs est liée à une approche qui tient compte de leur réalité, de leur point de vue, où les membres de la communauté sont impliqués. D'accord. Écoutez, on va revenir juste peut-être quelques instants avec Miss Flore. Je voudrais revenir un peu sur votre rôle à vous personnellement, vraiment personnellement, comme infirmière. Comment vous voyez votre rôle au sein de la communauté haïtienne en ce moment, par exemple? Ok, merci. Alors, je vais vous décrire mes responsabilités en tant que citoyenne, en tant que professionnelle et en même temps en tant que professionnelle au sein de Médecins du Monde Canada. Mais maintenant, mes responsabilités en tant que citoyenne, alors, dans presque tous les domaines en Haïti, dans le domaine de la santé, la situation est préoccupante aussi. Alors, comme citoyenne d'une communauté comme celle d'Haïti, j'entends apporter ma modeste contribution à changer les choses. Et mon devoir, c'est de donner toujours le meilleur de moi-même à chaque fois que l'occasion se présente. Donc, j'entends assumer mon rôle comme étant une agente de changement de comportement, notamment dans le domaine de la santé communautaire. D'autant plus, j'ai beaucoup reçu de la communauté. Donc, je dois quand même, et j'ai un devoir quand même de restitution vis-à-vis de la communauté. Ensuite, mon rôle serait également de travailler avec les communautés afin qu'elles puissent être en mesure d'identifier le problème de santé et choisir les priorités. Okay? Et maintenant, mes responsabilités professionnelles. En tant que professionnel de la santé et avec une spécialisation en santé communautaire qui a accumulé des expériences sur le terrain, et mon rôle c'est de mettre au profit de la population et mes expériences en formation, en mobilisation communautaire, en sensibilisation communautaire, et ensuite acquérir de nouvelles connaissances et pour affronter les nouveaux défis. D'accord. J'imagine que vous avez tout un réseau, vous avez bâti tout un réseau autour de vous, hein? Oui. Mais maintenant, au sein de Médecins du Monde Canada, c'est ce rôle-là que je suis en train d'assumer. Donc, à travers les différentes tâches, comme
contribuer à l'implémentation des différents projets de Médecins du Monde Canada. Alors, toujours dans une perspective d'amélioration des conditions de santé de la population. Et je travaille à encadrer les OCB. Donc, encadrer les OCB, donc c'est très important. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais quand même, avec les expériences, on le fait. Et j'appuie techniquement les ASCP. Ensuite, je suis responsable de la mise en œuvre de toutes les activités du projet de Médecins du Monde Canada. Et je planifie les formations pour les prestataires de soins et évaluer les besoins en formation pour les prestataires de soins et assurer le lien entre Médecins du Monde Canada et la direction départementale, tout ça. Et assurer la gestion des contrats des prestataires parce que nous avons beaucoup de contractuels actuellement. D'accord. Et planifier des visites de supervision conjointe entre Médecins du Monde Canada et Direction sanitaire des NIP et représenter MDM dans les clusters de santé et représenter MDM dans les tables sectorielles santé. Donc, évaluer les besoins en formation, tout ça, et approvisionner les institutions. Donc, les tâches sont vraiment énormes. Donc, c'est ça, en gros. Et mais vous avez aussi que 24 heures à l'intérieur de vos journées où vous avez un secret, pour arriver à faire tout ça. C'est quand même fantastique. Oui, c'est beaucoup, mais quand même, avec l'expérience, oui, j'arrive à tout faire. Vous arrivez à tout faire et à prendre soin de vous aussi. À bien faire aussi. À bien faire aussi. Bon, ben c'est encore mieux. Écoutez, pour notre dernier bloc de discussion, avant d'ouvrir la parole vraiment pour les échanges avec le public, on va aller assez vite parce qu'il y a des choses dont on a déjà parlé, mais on va essayer de se projeter peut-être à plus long terme. Il y a des enjeux, vous l'avez dit et bien expliqué, qui sont liés à cette catastrophe, mais aussi plus généralement au système de santé haïtien lui-même. Comment on fait pour éviter l'effritement, puis comment la mobilisation communautaire peut jouer un rôle dans ce sens-là? On recommence avec vous, Nicolas? D'accord, merci. Ben, c'est drôle parce qu'en Haïti, surtout à l'heure actuelle, que les choses sont dures. Hein? Ça fait longtemps qu'on parle d'Haïti, qu'il y a plusieurs problèmes. Ça fait quelques années qu'on dit qu'on voit une dégringolade, mais je vous dirais que depuis les dernières semaines, le ton s'est alourdi. On voit beaucoup de personnes qui quittent, on voit les opérations qui sont difficiles. Donc, quand on parle d'effritement, on vit cet effritement aujourd'hui. Donc, on est dans cette étape d'effritement du système de santé, malheureusement, à l'heure actuelle. Donc, quels sont les enjeux et les défis, comme vous le présentez? Ils sont nombreux. On en a parlé un petit peu, mais je pense qu'il faut le souligner que pour moi, une des priorités pour éviter cet effritement du système de santé aujourd'hui, c'est d'assurer l'accès à des services de santé. C'est-à-dire que ça paraît facile de dire oui, on a un accès, mais en Haïti, ce n'est pas facile. Les femmes marchent 3 heures à 5 heures de temps dans la montagne pour avoir des soins de santé lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles vont accoucher. On n'a pas assez de personnel. Quand les gens se présentent dans les hôpitaux, on n'a pas assez de personnel pour les recevoir. On n'a pas nécessairement dans les zones les plus marginalisées, les plus reculées, les intrants médicaux. Donc, cet accès aux soins de santé, pour moi, est un élément de base pour contrer l'effritement. Mais ce n'est pas seulement un accès aux soins de santé, mais aussi une qualité des services de santé. La personne qui se présente pour n'importe quel service de santé a le droit de recevoir un service de qualité dans des structures sanitaires qui sont adaptées à son besoin, avec du personnel compétent, formé, expérimenté, disponible, qui ont pu manger pendant la journée, qui peuvent avoir l'électricité, etc. La qualité des soins de santé est extrêmement préoccupante actuellement. Je pense que pour contrer l'effritement, tôt ou tard, il faut qu'on repense le financement de la santé en Haïti. C'est drôle à dire, hein? Je travaille comme coordonnateur général de Médecins du Monde Canada en Haïti, et mon plus grand rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin du financement de Médecins du Monde Canada pour appuyer le système de santé. J'aimerais qu'il y ait une répartition
du budget national un peu plus large pour la santé. Actuellement, on est à peu près entre 4 et 4,5 dépendamment des années. On estime qu'on devrait être entre 15 et 17 du pourcentage du budget national. On est loin du compte actuellement et ça crée des lacunes importantes. Vous voulez dire, juste pour bien vérifier que j'ai bien compris vos chiffres, vous voulez dire que 4 à 5% du budget national va aux soins de santé? Va aux soins de santé, exactement. Ce qui est un très petit C'est vraiment pas beaucoup. Ouais. qui est très peu. Et oui, bien entendu, on a des organisations comme Médecins du Monde, comme bien d'autres aussi, qui viennent appuyer. Bien sûr. Je crois qu'il y a certains dangers aussi dans cette aide humanitaire et je fais partie de cette aide humanitaire. Je suis d'avis que l'aide humanitaire actuellement, elle est omniprésente, elle est importante en Haïti parce qu'on vit cet effritement, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que dans cet effritement, je crois que les organisations doivent se positionner pour être capables d'appuyer les structures en place, non pas de revenir construire un nouveau système, mais bien d'appuyer les leaders locaux, particulièrement les communautés. Et c'est là que la mobilisation communautaire devient extrêmement importante. Il y a des systèmes qui sont déjà en place. Bon, au point de vue institutionnel, il y a des directions sanitaires qui sont là pour être appuyées. Il y a un ministère de la Santé, il y a un ministère de la Condition des femmes en Haïti qui est important d'être appuyé, il faut le dire. Mais il y a aussi des communautés qui ont des leaders locaux, qui ont des organisations communautaires de base qui sont capables d'être appuyées. Et curieusement, lorsqu'on monte des projets, j'ai eu la chance de monter des projets d'ailleurs avec Dr. Shelly Rose sur le terrain, lorsqu'on fait des groupes de réflexion, des groupes de discussion, les meilleures idées proviennent de la population, de la communauté. Donc, c'est pour dire que la communauté est capable de prendre les choses en main, ont une vision, doit bien entendu avoir un appui technique, un appui financier, un appui logistique, un appui matériel pour être capable de matérialiser ce développement de la santé en Haïti. Mais les solutions partent de la base, les solutions sont locales. Donc, je crois que cette qu'il y a plusieurs réponses qui peuvent être données, mais que la réponse de base se trouve au sein de la communauté et qu'on doit être capable d'appuyer notre rôle à Médecins du Monde et d'être capable d'appuyer le leadership local, de renforcer les structures communautaires et d'appuyer les populations les plus vulnérables dans cette prise en charge de la santé en Haïti. D'accord. Docteur Shelly Rose, vous avez été directement interpellé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment on lutte contre cet effritement du système de santé? J'imagine que vous avez... Je n'ai pas vraiment de solution comme ça. Je vais peut-être proposer une perspective complémentaire à celle de Nicolas, qui est terrain, donc peut-être une perspective un petit peu plus globale sur les enjeux, là, en fait, sur l'effritement de ce système de santé. Donc, peut-être d'abord préciser que lorsqu'on parle d'un système de santé, on parle par définition de l'ensemble des organisations, des institutions, des ressources dont le but est d'améliorer la santé. Et donc, la plupart des systèmes de santé nationaux sont composés d'un secteur public, privé, traditionnel et du secteur informel. Et c'est ce qu'on retrouve en Haïti. Donc, on parle d'un système de santé en Haïti, on retrouve plusieurs secteurs. Le secteur public, à peu près le tiers des institutions qu'on peut retrouver. Le secteur privé à but lucratif aussi à peu près le tiers. Le secteur parapublic à but non lucratif, là, on retrouve les ONG, les organisations confessionnelles, à peu près aussi le tiers. Puis il y a le secteur traditionnel qui est très présent en Haïti. Le ministère de la Santé publique, dans le fond, est responsable de la coordination et la supervision de tous ces acteurs, mais ses ressources sont tellement restreintes, dans le fond, que ça limite ses rôles pour coordonner l'ensemble de ces acteurs en santé qui ont des objectifs et des approches parfois très différentes. Donc, on est donc en présence en Haïti d'un pluralisme médico-religieux, donc dans lequel le secteur religieux est quand même assez populaire, où la médecine traditionnelle est accessible sur différents plans géographiques, économiques, culturels, puis qui représente en Haïti quand même le premier recours aux soins, donc il faut se le rappeler. Et la biomédecine, donc la biomédecine, c'est notre secteur public, privé, parapublic des ONG, qui est présent, mais qui souffre là, de vraiment de graves problèmes d'accessibilité sur tous les plans. J'aimerais juste rappeler quelques éléments. Donc, sur le plan économique, en fait, le système de santé
fait face évidemment à l'inflation, Nicolas en a parlé, au peu de financement octroyé à la santé par le budget de l'État, Nicolas vient d'en parler aussi, l'absence d'un système d'assurance santé là, pour la population. Là, on est dans un contexte où, en fait, les recouvrements des coûts est une pratique assez répandue et où près des 3/4 de la population en Haïti vit avec moins de 2 $ US par jour. Ben, même un petit coût, même très faible, peut constituer un obstacle ou un frein à l'utilisation des services de santé. Puis il y a une enquête qui a été faite, là, EMUS 5, qui nous disait que 75% des ménages n'ont pas consulté des professionnels de la santé en raison des questions financières. Sur le plan géographique, le problème de la distance, c'est un obstacle majeur. Puis le transport, en fait, est la deuxième raison, après le financement, qui explique le faible accès au système de santé par les personnes. Et encore là, près de 75% des gens disent ne pas avoir recherché des soins en raison de la distance. Et puis, sur le plan culturel, ben, on sait que les aspects culturels jouent un rôle important sur les comportements, sur le recours aux soins. Puis, si on parle de la médecine traditionnelle, ben, la collaboration de la médecine traditionnelle et la biomédecine, même si elle est souhaitée, parce que demeure quand même peu effective. Donc, pour terminer sur votre dernière question, donc malheureusement, je n'ai pas de solution pour vous. J'ai juste un constat de la fragilité de ce système de santé dont on parle, là, biomédical. Oui. Sur la mobilisation communautaire, est-ce que joue un rôle? En fait, la mobilisation communautaire joue un rôle essentiel. Je vais donner l'exemple de la promotion de la santé, qui est un champ peu couvert par les systèmes de santé, que l'on nomme système de santé, mais en fait, qui s'avère davantage des systèmes de soins. Donc, la mobilisation communautaire a toujours été importante pour toutes les activités de sensibilisation, d'information, d'éducation. En plus, la mobilisation communautaire a toujours été au cœur du développement des organismes communautaires. Nicolas parlait tantôt des organisations de base, là. Bien, c'est la mobilisation et l'action communautaire qui permet à ces organisations de base d'être mises sur pied et elles répondent aux besoins des communautés. Les besoins, le plus souvent, sont répondus par les institutions qui sont en place. Donc, certaines organisations communautaires, organismes communautaires sont plus axés sur la défense des droits des personnes et des plaidoyers auprès des institutions et des autorités, puis d'autres organismes communautaires proposent plus une dispensation de services pour répondre aux besoins des membres de leur communauté. Puis même dans le domaine de la protection, même de la santé, en fait, la mobilisation communautaire joue un rôle très important. Puis d'ailleurs, je rappelle que la mobilisation communautaire est un des 4 piliers centraux dans le contrôle des épidémies. Les 3 autres piliers sont la prise en charge des malades, la surveillance, puis la gestion des personnes décédées. Mais la mobilisation communautaire permet l'information, l'éducation, la mobilisation des membres pour des actions favorables. Puis la mobilisation communautaire peut même jouer un rôle direct dans les 3 piliers dont souvent on y pense moins. Donc, dans la prise en charge des malades, la surveillance et la gestion des décès, notamment dans les pays où les systèmes de santé sont défaillants. Donc, on l'a très bien vu avec l'Ebola, où les membres des communautés se sont portés volontaires pour assurer la surveillance et la gestion des personnes décédées. Évidemment, avec des risques très élevés, il faut le dire. Mais si on vient plus près de nous, en Haïti, on a aussi des exemples. Et puis, j'aimerais vous parler de l'exemple de la réponse pour le choléra de Médecins du Monde à Cité-Soleil. Je vais terminer là-dessus. En fait, afin d'assurer une prise en charge précoce et rapide directement dans les quartiers des personnes qui étaient atteintes du choléra, Médecins du Monde, en plus d'avoir appuyé la mise en place d'une unité de traitement de choléra dans le centre de santé de référence à Cité-Soleil, les Médecins du Monde a mobilisé les chefs de quartier. Donc, c'était soit des notables, soit des chefs de gang armés, pour les impliquer directement dans la réponse à la crise sanitaire. Donc, ce sont eux qui ont identifié les personnes au sein de leur quartier afin qu'elles travaillent dans les postes de réhydratation orale. Puis ces personnes ont ensuite été formées par un Médecin du Monde, puis ensuite elles ont travaillé pour les membres de leur communauté dans les postes de réhydratation orale au sein de leur quartier. Ce sont les chefs de quartier qui ont identifié les lieux pour mettre les postes de réhydratation orale et qui les ont rendus disponibles. Ce sont eux aussi qui ont été responsables d'assurer la sécurité des lieux puis du matériel.
Certains membres de la communauté étaient responsables des séances d'information et d'éducation sur le choléra. Puis certains membres étaient responsables des désinfections des lieux d'habitation pour les personnes qui avaient le choléra. Bref, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter ici. Donc, en somme, la mobilisation et l'action communautaire jouent un rôle important dans les crises sanitaires et d'autant plus dans les pays où les systèmes de santé sont fragiles comme en Haïti. D'accord. On voit très bien avec les exemples que vous donnez à quel point cette mobilisation, finalement, elle est capable d'être extrêmement puissante pour organiser, répartir, stratégiser les actions à mener, même si elle ne peut pas se substituer complètement au système de santé primaire. Là, il y a quand même, elle est très, très, très importante. Je vous remercie beaucoup tous les trois. On est rendu à notre période de questions. Donc, écoutez, pour poser vos questions, vous pouvez, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous pouvez nous les poser dans la partie questions-réponses que vous voyez sur votre écran, soit encore mieux et beaucoup plus agréable, vous pouvez aussi les poser verbalement, hein, en levant la main. Si vous cliquez sur la main, moi je vais vous donner la parole et puis vous allez pouvoir diriger vos questions sur quelques sujets que ce soit dont on vient de parler à l'un ou deux ou trois de nos intervenants. Donc, ne soyez surtout pas gênés, c'est vraiment le moment de discuter. Je vois pas de main levée, je sais que c'est toujours un peu épeurant d'être le premier à lever la main, mais soyez vraiment pas timide. Peut-être Miss Flore, en attendant qu'un courageux prenne son rôle et lève la main. Ah, on a une main levée, mais je veux quand même vous poser ma petite question, Miss Flore. Vous avez l'impression, justement, à travers vos diverses expériences, que cette santé communautaire, est-ce qu'elle prend de l'importance? Est-ce que vous êtes capable de vous appuyer de plus en plus sur, malgré toutes les difficultés que rencontrent les personnes, sur ce réseau de personnes qui est autour de vous? Et est-ce que vous avez de l'espoir que ça puisse être assez solide pour quand même contrer l'effritement dont Nicolas parlait tout à l'heure? La santé communautaire est très importante, donc l'approche communautaire est très importante et pour un pays comme Haïti, donc quand même on doit prioriser l'approche communautaire et parce que les gens, donc quand on priorise l'approche communautaire, donc on va par exemple accentuer sur la formation des gens, donc on va mobiliser les gens. On va s'accentuer sur la participation des gens également. Donc, c'est vraiment important de cette approche-là dans un pays comme Haïti. Et donc, il y a tellement de problèmes, et les problèmes de santé, problèmes d'accessibilité, tout ça. Donc, il faut amener les soins vers les communautés. Donc, c'est ça. Donc, c'est mobiliser les acteurs communautaires pour que les soins puissent arriver vers la population. D'accord. On a une question de Léonel Finibert à qui je vais demander d'ouvrir son micro. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend. Allez-y, on vous écoute. Merci pour la présentation, c'était très pertinent. Moi, ma question, c'est pour les 2 personnes qui travaillent en Haïti. J'entends dans leurs échanges, ils parlent beaucoup des actions communautaires, la participation communautaire. Mais moi, ma question, c'est comment les communautés ou bien les acteurs communautaires sont impliqués dans la mise en œuvre des projets, c'est-à-dire dans la construction des projets. Ce n'est pas dans l'exécution, mais dans la construction. Merci. Très bonne question. Les acteurs communautaires sont impliqués c'est-à-dire dès le début du projet. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut mobiliser la communauté, aider les gens à identifier le problème de santé. Parce que non, on ne va pas dans la communauté imposer des solutions dans la communauté, mais on va dans la communauté travailler avec les acteurs communautaires et les aider à identifier le problème de santé, afin
oui, pour faire une priorité. Parce qu'il y a tellement de problèmes, mais on ne va pas dans la communauté imposer des solutions à la communauté. Si on va dans la communauté, on va imposer des solutions. Une fois le projet terminé, le problème va rester en entier. Donc, c'est aller trouver la communauté, aller travailler avec les acteurs, identifier les vrais problèmes de santé. D'accord. Peut-être, Nicolas, si vous voulez répondre aussi en ouvrant votre micro, peut-être ce serait intéressant si vous nous donniez l'un ou l'autre un exemple vraiment concret d'un projet qui a pu être émergé et être pensé finalement, une manière de faire qui est pensée vraiment par la communauté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, mais... C'est intéressant parce qu'actuellement, en 2019, on est allé dans les communautés et Shelly Rose était avec moi justement. Donc, j'aime bien cet exemple. On peut le prendre. On aurait plein d'exemples qu'on a impliqué la communauté. À la base, je veux dire merci, M. Philibert, parce que je pense que c'est important de parler d'implication de la communauté, non pas quand on voit le projet émerger, mais bien quand on parle de la racine du projet, de bien comprendre les réalités terrain, de bien anticiper les risques, les défis qui ont en lieu, mais surtout d'entendre les solutions de la communauté. Donc, merci de mettre en lumière cette question. Donc, je reprends, quand on était en 2019, on était sur le terrain à Cité-Soleil. Vous connaissez probablement Cité-Soleil, vous en avez entendu parler malheureusement dans les médias, et pour de mauvaises raisons, très certainement. C'est une zone rouge en Haïti, un des plus grands bidonvilles à ciel ouvert au monde, où est-ce qu'il y a beaucoup d'insécurité, où est-ce qu'il y a beaucoup de gangs. Et on a pu rencontrer des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des groupes de leaders communautaires, des groupes d'ASCP, des groupes de matrones, pour être capable de réfléchir sur un projet. Eh bien, aujourd'hui, 2 ans plus tard, en 2021, ce projet accouche enfin en octobre 2021. Le projet s'appelle Respect. Et il y a des idées qui émergent directement de la population, notamment au point de vue des activités génératrices de revenus. Un des plus grands aspects, une des plus grandes limitations pour la population de Cité-Soleil, notamment des femmes, pour avoir accès aux soins de santé, c'est qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer des soins de santé. La priorité des enfants de manger, d'aller à l'école, d'avoir un toit était beaucoup plus importante que d'aller se faire soigner. Donc, il y a des activités génératrices de revenus qui ont été mises en place dans ce projet et que c'est toutes des idées de la population. Chaque activité génératrice de revenus est une idée de la population. D'accord. Est-ce que c'était, pardon, juste pour bien préciser un peu comment concrètement vous fonctionnez, est-ce que ces activités-là étaient présentées comme spécifiquement destinées à aider à financer des soins de santé? Oui, ben, en fait, c'est dans diverses réflexions. Et quand on dit impliquer la communauté, il ne faut pas penser qu'on arrive dans la communauté, on fait un groupe de réflexion et puis ouf, oui, tout à fait. D'un coup, avec plusieurs groupes de réflexion et avec des questions qui sont articulées pour justement permettre à la communauté, elle aussi, de réfléchir, de pousser la réflexion plus loin. D'accord, le problème de la santé, à cause des limitations budgétaires, hein, du budget familial qui ne permet pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Première réaction, c'est facile, c'est « Ah, mettons les soins de santé gratuits, tout va être réglé. » Oui, mais en termes de pérennité, quand le projet finit, ça ne marche pas parce qu'on va encore avoir le même problème. Qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme? Et c'est en creusant, c'est en posant d'autres questions, en s'inspirant de l'idée de telle matrone, de tel ASCP, de tel leader communautaire, de telle femme enceinte, qu'on arrive à la réflexion que ces activités génératrices de revenus, et je peux en donner un mot, c'est des trousses solidaires. Des trousses solidaires, ça veut dire que les femmes vendent leurs produits en santé sexuelle et reproductive à leur communauté pour se faire un profit et pour aider les jeunes, les adolescentes, les femmes enceintes de leur communauté. Donc, c'est un peu comme ça que c'est bâti. J'aurais plein d'exemples, mais un autre exemple, je crois, qui est extrêmement pertinent avec le contexte actuel, c'est dans ces groupes de réflexion, on a aussi dit que l'insécurité est une limite à la santé actuellement. Les personnes, les familles, les femmes ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ont peur de se faire agresser sur le chemin, demander des rançons, se faire pointer une arme, entendre des tirs.
Donc, on a pensé à un concept, on n'a pas pensé, la communauté a pensé, dans ces groupes de réflexion, à un concept de communauté sans violence. Et comment y arriver? En impliquant quel acteur? Avec qui? Avec quel leader? De quelle façon? Et ça, tous ces concepts émergent de la communauté. Donc, on voit que ce n'est pas nécessairement des contextes, des idées particulièrement médicales hein, dans la structure, mais plutôt pour améliorer toute la prévention au taux de détérioration de santé. D'accord. Chélie Rose, vous vouliez réagir aussi? Je vois votre main levée. Et votre s'il n'y a pas d'autres questions, j'ajouterai. Il y a d'autres questions, il y a d'autres questions. mais allez, si vous voulez rebondir sur ce point-là, sentez-vous bien à l'aise. Parfait. Écoutez, Monsieur Philibert, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup d'exemples. Je vais en donner peut-être 3 très rapidement. Contexte de développement et d'urgence, mais un des premiers projets de Médecins du Monde Canada, on est allé dans une commune, on a fait le tour de toutes les sections communales et on a essayé de voir les sections qui étaient les plus défavorisées. Et ensuite, on a fait des groupes de discussion et des forums pour prioriser quelles étaient les activités qui allaient être retenues. Et lorsque Médecins du Monde Canada finalement retient des activités qu'elle n'a pas du tout pensées, même en dehors de son champ d'action, je parle par exemple à des activités génératrices de revenus, pas dans un but de santé comme tel, mais pour les groupes communautaires, des latrines, chose qu'on n'avait pas du tout pensé, l'appui aux professeurs aussi. Quand on arrive avec des propositions comme ça, que ça nous brasse parce qu'on n'y a pas pensé, je pense qu'il y a vraiment là un input plus que très fort de la communauté. Je vais prendre un autre exemple. Suite au séisme, on a visité tous les quartiers de Cité-Soleil, on a visité tous les camps de personnes déplacées. Et puis, une fois dans les camps, mais nous, on proposait des cliniques mobiles. Mais les leaders nous ont dit, c'est bien les cliniques mobiles, mais nous, on a besoin de tentes, on a besoin d'eau, on a besoin de latrines. Et ça, ce n'était pas dans notre champ directement. Mais là, ça nous pousse à aller chercher et à prioriser, en fait, aller chercher la collaboration de d'autres acteurs ou ça nous pousse à nos frontières, à nos limites de ce qu'on est habitué de faire. Nicolas en a parlé des activités génératrices de revenus qui, en soi, ne sont pas quelque chose qu'une organisation en santé comme telle est habituée de faire. Et l'exemple du choléra que j'ai donné tantôt, oui, où les chefs de gang, c'est eux qui décidaient où allaient être les postes, qui allait y travailler, etc. Je pense que là, le pouvoir est excessivement et très partagé. Très oui, tout à fait. On a une question qui est destinée à vous, Nicolas, de Dr Venan Amatou, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui veut avoir un peu des informations. Il nous dit, qu'en est-il des soins de santé primaires en Haïti? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Bien entendu. Et merci pour la question, surtout de Kinshasa. Et oui, je suppose qu'on a des réalités qui peuvent être les mêmes. Donc, la question en santé primaire est préoccupante en Haïti. Tout à l'heure, quand on parlait d'accès aux soins de santé, c'est particulièrement en santé primaire. Actuellement, on travaille en Haïti dans des départements ou dans des communes où est-ce que même cette santé primaire ne peut pas être respectée. On parle souvent de droit à la santé et quand on voit l'état soit de différents hôpitaux, de différentes structures, le manque de personnel et le fait que les gens les médecins, les infirmières, les sages-femmes ne peuvent pas toujours se rendre à l'hôpital, on a de sérieux doutes, de sérieuses questions sur la santé primaire. On essaye par la suite, en santé primaire, bien entendu, de délocaliser un peu les soins, que ce ne soit pas seulement à l'institution, parce qu'on voit que la population a de plus en plus de problèmes à se rendre dans les hôpitaux. Donc, avec le réseau d'ASCP, d'agents de santé communautaire polyvalents, on est capable d'avoir un semblant. Et quand je dis un semblant, c'est parce que les ASCP, avec tout leur bon vouloir, ne peuvent pas remplacer l'hôpital, ne peuvent pas remplacer les soins, notamment en santé primaire, qui sont donnés dans les structures sanitaires. Mais on a quand même des visites domiciliaires qui sont faites par les ASCP dans leur voisinage. On a aussi des postes de rassemblement où est-ce qu'on peut avoir certains soins, notamment des soins en santé primaire, qui sont donnés à la population. Par la suite, lorsqu'on voit que le problème de santé de le bénéficiaire dépasse
la compétence de la SCP, on est en mesure de référer dans la structure sanitaire pour avoir les soins, que ce soit les soins nutritionnels, des soins en santé sexuelle et reproductive, mais aussi des soins en santé primaire. Actuellement, je vous dirais, je ne sais pas si c'est comme ça aussi à Kinshasa, mais en Haïti, les revendications de la population sont grandement pour une meilleure qualité, un meilleur accès aux soins primaires. Donc, bien entendu, on travaille là-dessus avec le MSPP qui est conscient de ça, Médecins du Monde Canada aussi. On voit de belles améliorations, particulièrement dans les communautés où est-ce qu'on est impliqué, où est-ce que le MSPP est impliqué, mais on voit que les communautés à côté, ce n'est pas la même chose malheureusement, donc il y a une iniquité à ce moment-là. Voilà. D'accord. Okay. Je vous transfère une question qui nous est posée par quelqu'un qui a préféré rester anonyme. Vous verrez si vous voulez y répondre ou pas. La personne nous dit: la région de l'Île-à-Vache dans le sud a été très atteinte par le tremblement de terre. Malgré nos appels, jamais la Croix-Rouge ne s'est rendue dans cette région pour aider les gens. Je suis en communication avec des résidents là-bas. Tous me disaient: nous n'avons vu personne pour venir nous aider. Comment expliquez-vous cela? Et elle ajoute: je suis une femme et ça concerne aussi les Kei, la région voisine. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à cette question-là, ou donner quelques indices, soit Nicolas ou Miss Flore. Oui, merci pour la question. On aurait bien aimé aller à Île-à-Vache, mais malheureusement, Médecins du Monde ne travaille pas à Île-à-Vache. Nous avons un projet dans les NIP. Nous avons un projet dans les NIP et ensuite, il y a des projets de Médecins du Monde Canada à Cité-Soleil et ensuite dans le Nord-Ouest. Donc, ce n'est pas vraiment notre champ d'action. Donc, on aurait bien aimé aller à Île-à-Vache, mais malheureusement, on ne travaille pas à Île-à-Vache. Oui. Si je peux compléter, merci Miss Flore, effectivement, on a un champ d'action qui est malheureusement limité. On aimerait parfois en prendre plus. La position des Médecins du Monde est se concentrer. Vous savez, il y a plusieurs organisations parfois qui arrivent et puis, bon, même s'ils n'ont pas travaillé dans tel département ou dans telle commune, vont directement s'impliquer. Il faut comprendre que les NIP, ça fait des années que Médecins du Monde s'impliquent dans les NIP. Que ce n'est pas seulement après le tremblement de terre, on est dans des zones où est-ce qu'on connaît déjà, où est-ce qu'on avait déjà une base, où est-ce qu'on a déjà des facilités, qu'on connaît déjà la population. Avant de répondre un peu plus loin, je suis désolé pour cette situation. Qu'est-ce qui se passe à l'Île-à-Vache, qu'est-ce qui se passe au Kei, qu'est-ce qui se passe en Haïti, en général, est préoccupant. Quand on parle d'accès aux soins de santé, cette question met en lumière ce problème d'accès à la santé. Donc, vous avez tout mon respect pour la situation qui est vécue en ce moment. L'aide qui est apportée, pas seulement que ce soit des organisations internationales, mais aussi des autorités locales, n'est pas suffisante pour tous les besoins. Ouais. Et c'est extrêmement difficile. Personnellement, c'est quelque chose qui, sur le terrain, me dérange beaucoup, de ne pas être capable de faire plus, de ne pas être capable de faire mieux, de ne pas être capable de sauver plus de vies sur une base quotidienne. Et la question relate ça, c'est où sont les soins quand on en a besoin? Et ça, c'est même dans une situation d'urgence, on n'arrive pas à toucher toutes les localités, toutes les communautés. Donc, on doit continuer le travail. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question qui doivent être faites. Quand on parlait aussi de financement de la santé, c'est aussi pour pouvoir pallier à madame ou monsieur des Kei et de l'Île-à-Vache qui sont tout aussi importants que tous les citoyens haïtiens. Bien sûr, et j'imagine à quel point ça doit être difficile de faire des choix, mais vous êtes des héros, mais vous n'êtes pas des super-héros au pouvoir magique, là, et vous avez quand même des limites dans ce que vous êtes capable de faire. Une question qui nous est posée, est-ce que Haïti est beaucoup touché par la COVID? Est-ce que comment ça complique les choses? La grande question des 2 dernières années maintenant. Oui. C'est spécial parce que quand tout le monde au Québec était affecté par la COVID, on voyait des cas importants de COVID au Québec et ailleurs dans le monde, on n'avait presque pas de cas en Haïti. Donc, on se demandait, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de dépistage qui est fait ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, effectivement, et quand on a commencé à avoir la COVID, notre équipe de Médecins du Monde, comme plusieurs analystes en santé en Haïti, on pensait qu'on allait vivre une hécatombe. Pourquoi un hécatombe? Parce que
on n'a pas le système de santé déjà pour, comme le monsieur docteur de Kinshasa le mentionnait, en santé primaire. Oui. Donc, imaginez quand on a des problèmes d'épidémie, de pandémie mondiale, on disait que oui, regardez, même les pays blancs, les pays comme le Canada, l'Europe, les États-Unis ne sont pas capables d'affronter cette crise. Imaginez en Haïti, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on n'a pas eu l'effet de la COVID comme dans d'autres pays. C'est un fait. On a eu moins de cas. Il y a aussi moins de dépistage. Il ne faut pas le cacher. C'est un fait. Mais où est-ce qu'on a eu un énorme impact? Et c'est un impact qui est souvent négligé dans les analyses. C'est qu'on a eu, avec l'effet de la COVID, une diminution de la fréquentation des bénéficiaires dans les structures sanitaires. Oui. On va probablement demander, oui, mais comment ça? Il y a la COVID, il devrait y avoir plus de cas. Ça a été le contraire. Il y a eu une peur de la COVID, qu'est-ce qui se passait, et on disait que c'était dans les institutions qu'on pouvait attraper la COVID, dans les hôpitaux. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à avoir peur des hôpitaux et on a vu une chute des bénéficiaires qui venaient dans les hôpitaux. Pour nous, c'est dramatique. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on travaille en Haïti à améliorer l'accès à la santé, à dire aux gens, venez dans les institutions, on a des institutions de qualité. Et là, on a vu une chute drastique. Le travail qui a été réalisé dans les 5 dernières années, on doit le recommencer en termes de sensibilisation, de mobilisation communautaire. Ce pont que je parlais un peu plus tôt entre la communauté et les structures sanitaires s'est effondré avec la COVID. D'accord. Bon, autre question. Je la lis au fur et à mesure que je vous la soumets parce qu'elle est assez longue. Si la mobilisation des communautés et l'intégration de tous les savoirs sont indispensables pour tous les systèmes de santé, les citoyens et leurs droits doivent être minimalement soutenus. Une culture de la survivance soutient peu la personne citoyenne. Miss Flore et Nicolas ont très bien décrit les insuffisances majeures et globales, mais l'organe qui me semble le plus majeur, le plus malade est la gouvernance du pays. Qui va en prendre soin? Que peut faire la communauté? Ça dépasse peut-être un peu votre mandat. Est-ce que vous aimeriez quand même répondre à ça? Alors, vas-y. Alors, c'est toujours l'approche communautaire parce qu'il faut responsabiliser les gens par rapport à leur santé. Donc, l'État, donc tout le monde voit que l'État est un petit peu, je veux dire, irresponsable. Donc, il n'y a pas vraiment une volonté de la part de l'État pour offrir des soins de qualité à la population. Donc, c'est pourquoi il faut prioriser l'approche communautaire, c'est-à-dire il faut responsabiliser les gens. Donc, il faut apprendre à responsabiliser les gens. Donc, ils doivent prendre en main leur santé et celle de leur famille. Donc, c'est ça. Oui. Et c'est spécial parce qu'on parle de gouvernance quand on sait que Haïti est en crise. Une crise économique, une crise sociopolitique. Il y a à peine 4 mois, on parlait de l'assassinat d'un président. Ça a des enjeux majeurs sur la gouvernance. Toujours en termes de gouvernance, le leadership du gouvernement en place a été mis à rude épreuve avec le séisme qu'on parle depuis tout à l'heure pour être capable de répondre à l'urgence. Ce système de gouvernance, on le voit à l'intérieur du monde comme un point central. Et ce n'est pas seulement pour la santé. Aujourd'hui, on parle plus de santé communautaire, mais pour l'éducation, on a le même problème de gouvernement. Pour l'environnement, on a ce même problème de gouvernance. Pour les infrastructures, pour la sécurité, pour les investissements, pour le secteur privé, on a un point milieu qui s'appelle la gouvernance. Et nous, à notre échelle, à Médecins du Monde, comment on travaille sur la gouvernance? On travaille premièrement avec des structures avec lesquelles on est habitué, notamment le MSPP, où est-ce qu'on a une bonne réponse qui connaissent l'influence de Médecins du Monde et les actions. Mais on va plus loin. On a trouvé, en termes de gouvernance, que quand on travaille directement avec les directions sanitaires départementales, donc pas au niveau central, mais bien dans les départements où est-ce qu'il y a aussi une forme de gouvernance, on arrive à une certaine forme de succès. On a des résultats plus directs, on a des résultats plus pérennes et qui peuvent contribuer à l'émancipation des communautés sur les systèmes de santé. En termes de gouvernance, il n'y a pas un projet qui est monté actuellement, qu'il n'y a pas une ligne ou qu'il n'y a pas une activité pour la structuration de la gouvernance ou bien l'émancipation du leadership des directions sanitaires ou des autorités locales. Bref, c'est un angle de la santé qui n'est pas à négliger
et que Oui. nous, on l'adapte plus avec les directions sanitaires pour être capable d'avoir un impact plus direct sur les communautés. D'accord. Donc, vous essayez un peu finalement d'impacter les niveaux qui ont le plus de pouvoir sur la gouvernance locale pour pouvoir vous faire changer ces structures et les faire agir de l'intérieur, en fait. Oui, sans jouer à Oui, l'autruche, hein. oui. On comprend Non, non, qu'il y a tout à fait, je élément comprends. dans la pièce, la gouvernance est un problème majeur en Haïti qui prend toute la place. On Ben, essaie c'est de clair. s'adapter, trouver des façons, notamment en passant par les autorités locales. D'accord. Une question qui est un peu un corollaire à ça, qui nous vient de Viseni Charleus. Alors, excusez-moi si je prononce mal votre nom. Est-ce que la mobilisation communautaire serait possible sans la mise en place des règlements établis par les autorités de santé publique? Sans les règlements, excusez? Établis par les autorités de santé publique. C'est-à-dire peut-être est-ce que justement, malgré des défaillances réglementaires, vous êtes capable quand même de mettre en place une mobilisation communautaire qui est efficace? Bon, je me lance si vous voulez que... Oui, euh, oui, allez-y, allez-y, euh, mais mesdames, vous voulez réagir aussi, vous me ben, direz. ouais. Vous savez, lorsqu'on parle justement de faire un pont entre la communauté et les structures sanitaires, c'est un peu ça qui est fait. Hmm. En Haïti, il y a deux systèmes parallèles. Il y a le système communautaire, bon, le système institutionnel qui fonctionne avec les hôpitaux qu'on connaît, les centres de santé, les médecins, les intrants médicaux, le matériel médical, etc. Et de l'autre côté, il y a toute cette approche communautaire. Comme on dit en Haïti, médecine feuille, médecine traditionnelle, avec des rites religieux, notamment le vaudou, avec les matrones qui accouchent à domicile, avec les ASCP, les groupes communautaires. Donc, c'est vraiment un système une tendance à deux vitesses, deux systèmes parallèles. Nous, à Médecins du Monde, qu'est-ce qu'on essaye de faire actuellement? C'est d'approcher ces deux systèmes pour être capable de faire une voie commune. Qu'on est capable d'amener les acteurs communautaires à se rendre dans les structures sanitaires et les structures sanitaires d'aller vers les communautés. Et pour ce faire, oui, ça passe par les autorités. Oui, ça passe par les politiques qui sont mises en place au niveau central et dans les directions sanitaires pour être capable de venir voir qu'est-ce qui est fait sur le terrain. Donc, actuellement, on a des groupes de discussion qu'une matrone, par exemple, donc on disait que c'était des accoucheuses traditionnelles, ou qu'un leader communautaire est assis avec un directeur sanitaire à parler des problèmes de santé. Et ça, c'est le rapprochement qu'on veut. Et ça, c'est la façon qu'on puisse avoir une certaine pérennité des soins de santé en Haïti et de rapprocher ces deux systèmes. D'accord. Et pour continuer là-dessus, comment vous êtes, entre guillemets, reçu aussi bien par peut-être les matrones d'un côté et les directeurs de l'autre? Est-ce que les gens comprennent l'intérêt de cette approche? Est-ce qu'ils ont envie de s'investir? Peut-être Marie-Flore, avec votre expérience de terrain, Miss Flore, vous pourriez... comment vous êtes reçu généralement? Ah, il manque votre micro. Revenez-vous moi à la question? Oui, je disais comment Nicolas vient de dire, vous faites un peu finalement un intermédiaire entre les acteurs de santé communautaire d'une part et puis vraiment les directeurs, les acteurs du système de santé au sens biomédical du terme, là. Quand vous essayez de rapprocher les uns les autres, de les réunir dans certains projets, comment est-ce que vous êtes reçus de part et d'autre? Est-ce que il y a une certaine compréhension que tout le monde doit un peu s'entraider là-dedans? Il y a chacun, ou est-ce que c'est plus des chasses gardées? Oui, maintenant, oui, on essaie quand même de faire un pont entre les acteurs communautaires, par exemple les matrones, tout ça, les ASCP. Donc, on essaie de faire un pont entre les acteurs communautaires et les institutions. Par exemple, on a organisé des ateliers de concertation entre les matrones et les prestataires de soins parce que on a vu que il y avait des petits problèmes de relations entre ces deux groupes-là. Donc, il fallait quand même les réunir ensemble et à travers des ateliers pour poser les problèmes. Et pourquoi quand les matrones arrivent, donc il n'y a pas vraiment d'accueil. Donc, alors que la matrone, c'est quelqu'un qui est quand même
est très important parce que dans les milieux reculés, donc sans les matrones, donc ce serait vraiment difficile pour les femmes parce que donc une femme peut prendre 2 à 3 heures de temps pour aller y accoucher à l'hôpital, mais si la matrone est là, dès que l'accouchement n'est pas difficile, donc c'est la matrone qui fait l'accouchement. Mais du moins, quand la matrone arrive avec une femme au centre de santé, donc l'infirmière, donc les relations ne sont pas trop bonnes. Donc c'est pourquoi on essaie d'organiser des ateliers, tout ça, comme ça, pour essayer et de faire s'asseoir les matrones et avec les prestataires de soins, donc pour qu'il y ait une meilleure relation et comme ça pour aider les femmes. Parce que quand les femmes, pourquoi les femmes ne veulent pas aller à l'hôpital, ils préfèrent une matrone, c'est parce qu'arriver à l'hôpital, donc il y a elles ont dit qu'elles ont peur des ciseaux, elles ont dit qu'elles ont peur de ci, de ça, donc elles veulent avoir une matrone à la salle d'accouchement, mais ça pose problème. Mais quand elles s'assoient ensemble, la matrone avec les prestataires, on les met ensemble, donc on pose le problème et ensuite ils développent de très bonnes relations. Maintenant, donc c'est un exemple pour nous. Dans les NIP, les matrones développent de très bonnes relations avec les prestataires de soins. Donc c'est à cause de ce point-là qu'on a effectué. Donc c'est pourquoi on a eu cette réponse. OK, c'est vraiment intéressant. Chérie Rose, vous vouliez réagir? On vous écoute. Oui, en fait, je pense que les organisations, les ONG comme Médecins du Monde peuvent jouer un rôle quand même très important de rapprochement. Et ce rapprochement-là est vraiment nécessaire et de montrer aussi comment chacun y gagne. Et je vais vous donner un exemple d'un projet où c'était dans une zone très, très éloignée dans la commune de Grand-Goâve où les gens avaient 8 heures, devaient marcher 8 heures pour se rendre au centre de santé le plus proche, 8 heures dans les montagnes. Et la population avait priorisé la construction d'un dispensaire. Donc, alors que nous, lorsqu'on est arrivé, on n'avait absolument pas ça dans l'idée, mais pas du tout. Mais donc, évidemment, en marchant dans les montagnes 8 heures à chaque fois pour se rendre, on est venu à comprendre qu'est-ce que la population voulait nous dire, puis on a appuyé la construction d'un dispensaire public. Par contre, l'enjeu était qui allait travailler dans ce dispensaire. On sait qu'il y a beaucoup de dispensaires en Haïti comme dans d'autres pays où des professionnels, des auxiliaires, par exemple, sont nommés pour y travailler, mais viennent de d'autres régions et finalement sont peu investis ou restent pas longtemps, etc. Et donc, comme c'est un dispensaire public, le ministère voulait procéder comme à l'habitude avec la nomination. Mais nous, on a dit, et la population disait, mais il n'y aura personne qui va vouloir aller s'installer à 8 heures à pied de route. D'accord. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a convaincus de procéder autrement. Et c'était la première fois, en tout cas, avec ceux qu'on discutait au ministère de la Santé, qu'ils faisaient ça. On a mis en place un comité avec des gens du ministère et des représentants des 3 sections communales que le dispensaire allait desservir. Donc, des représentants du maire, des représentants de ces 3 sections. Première fois que les gens s'assoyaient ensemble. Et dans le fond, ils ont lancé un appel pour ceux qui voulaient travailler dans ce dispensaire-là. Et les gens se sont présentés au comité. Il y avait à la fois les critères du ministère de la Santé publique, mais les critères aussi de la population qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et finalement, le comité a sélectionné 3 personnes que Médecins du Monde a envoyé se faire former et qui sont encore actuellement 2, encore, ça fait 20 ans de ça, toujours dans les dispensaires à Grand-Goâve à 8 heures à pied. Donc, c'est juste un exemple, mais je pense qu'on a un rôle important à jouer pour montrer que tout le monde y gagne à se rapprocher. Là, ce n'est pas l'exemple directement avec des tradipraticiens, mais c'est un autre exemple ici. D'accord. C'est un exemple très, très parlant, effectivement, qui montre bien comment vous pouvez faire ce rôle en même temps de lien, finalement, entre ces mondes qui se côtoient, mais qui ne se parlent pas nécessairement
autant que ce que la situation le nécessiterait. Une question de Guy-Gemma Djeneba, qui est infirmière étudiante au Master 2 en santé communautaire et qui voudrait savoir si Médecins du Monde aide les populations touchées par une crise en fournissant des services de santé d'urgence. Oui, Nicolas, oui. oui, il y a des services de santé d'urgence. Je dois le mentionner. C'est spécial parce qu'à Médecins du Monde, on a vraiment deux approches clés. Donc, tout d'abord, on travaille beaucoup sur des projets de développement. Qu'est-ce que c'est des projets de développement? Des projets sur 3 à 5 ans, par exemple, qui contribuent à apporter un changement réel dans le comportement des populations, notamment dans la revendication du droit à la santé. Mais de l'autre côté, Médecins du Monde Canada en Haïti se positionne aussi dans toutes les réponses aux urgences, hein, que ce soit l'urgence COVID, que ce soit l'urgence tremblement de terre, que ce soit l'urgence choléra, que ce soit l'urgence d'un tel ouragan. Et on a à ce moment des services d'urgence qui sont montés directement avec les directions sanitaires au sein des populations en apportant une approche communautaire et qui permet de gérer la crise en tant que telle. Malheureusement, Haïti, dans les prochaines années, vivra d'autres crises d'urgence, mais on sera là, encore une fois, pour répondre aux urgences, bien entendu. D'accord. Question de Viceni Charleus qui avait déjà une question tout à l'heure, une question qui est dirigée vers Miss Flore. Alors, je vais vous la lire. Puisque le MSPP n'encourage pas les matrones à faire l'accouchement, quelles sont les réactions des responsables départementales lors des rencontres entre les matrones et les prestataires? Bon, maintenant, le ministère n'encourage pas les accouchements par les matrones. Donc, on encourage les matrones à emmener les femmes à l'hôpital. Oui. Donc, c'est également aussi, étant donné que nous sommes des auxiliaires de l'État, donc Médecins du Monde, donc on appuie également cette stratégie. Donc, le fait que les femmes, il y a par exemple 15% des femmes peuvent présenter des complications et on ne sait pas exactement quelle femme qui va présenter une complication. Donc, c'est pourquoi on encourage les matrones à emmener les femmes à l'hôpital. Donc, les matrones doivent accompagner les femmes à aller à l'hôpital. Mais maintenant, dans un pays comme Haïti, avec les problèmes d'accès de route, tout ça, donc c'est comme si on est, et quand on demande à une matrone de ne pas faire des accouchements, c'est comme si on est en contradiction par rapport à la situation actuelle du pays. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer. Donc, on doit faire un plaidoyer auprès du ministère de la Santé publique pour au moins donner et pour former davantage les matrones, ceux qui ne sont pas encore formés, les former davantage pour accompagner. C'est bon, mais quand même, par exemple, les accouchements est faciles. Donc, je pense que, par exemple, pour les zones reculées, donc c'est comme si, comme je viens de dire, c'est comme si on est en contradiction. Parce que une femme va passer 2 à 3 heures de temps de marche pour arriver à une institution de santé. Il y a des zones, il n'y a même pas accès pour les piétons, je dirais, pour des chevaux, je dirais. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, c'est vrai, l'État n'encourage pas, mais nous, de notre côté, nous devons faire un plaidoyer en ce sens pour quand même donner beaucoup plus de formation à la matrone afin qu'elle puisse réaliser des accouchements faciles et facilement aussi et voir, par exemple, les accouchements qui sont difficiles si une femme présente des signes de danger. Comme ça, la matrone doit quand même emmener cette femme-là, doit encourager cette femme-là à aller dans une structure de santé. Donc, la matrone doit également savoir toutes ses limites. Donc, tout ça, c'est par la formation. D'accord. Docteur Chile-Rose? Oui, j'aimerais profiter de cet exemple-là pour montrer encore l'importance du rapprochement.
Donc voilà le ministère de la Santé publique et de la population en Haïti qui dit que les matrones, maintenant, leur rôle, ce n'est plus d'accoucher. On veut qu'elles réfèrent les femmes enceintes. Donc, ils sont complètement alignés avec la dernière position de l'OMS sur le personnel autre que médical. Donc, complètement en accord et c'est tout à fait cohérent avec les directives de l'OMS. Mais voici que Médecins du Monde sur le terrain, et pas juste Médecins du Monde, mais la population constate bien que oui, on peut encourager les femmes, ce serait l'idéal d'aller dans le réseau de la santé pour accoucher. Malheureusement, on l'a vu, le réseau de la santé publique est peu accessible. Il est peu accessible. Donc, dans une situation comme ça, ben, je pense que c'est notre rôle et Médecins du Monde, on a eu d'ailleurs une discussion là-dessus, notamment sur les matrones il y a quelque temps. Mais quel est le rôle de Médecins du Monde? Oui, d'accord, on appuie le ministère de la Santé publique et de la population, mais c'est de rappeler la réalité. C'est que si les matrones n'accouchent plus, où vont accoucher les femmes quand le réseau de santé publique n'est pas capable, en fait, n'est pas accessible à ces femmes? Donc, voilà encore, je trouve là, un bel exemple de l'apport qu'on peut avoir, puis de l'importance de se rapprocher. Et Marie-Fleur et Nicolas disaient tantôt que justement, il y a des rencontres où on retrouve à la fois du personnel des directions sanitaires des départements et des matrones, parce que ce dialogue-là est nécessaire. Bien sûr, parce qu'on peut avoir évidemment les grands principes, comme vous le dites, mais en même temps la réalité de la complexité du terrain qui fait en sorte qu'il faut trouver finalement la meilleure solution pour la future maman. C'est ça l'objectif, c'est qu'elle soit le plus en sécurité possible d'un bord ou de l'autre, avec une personne mieux formée, si l'accès est difficile, etc. Donc on voit un peu comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez à l'interface. Je regarde les questions, on continue effectivement, il y a une personne qui nous dit les femmes enceintes continuent à rester chez elles parce qu'elles se sentent plus en sécurité. Comment MDM va contribuer pour empêcher que les femmes accouchent chez elles? Je pense que vous venez un peu de répondre à la question. Si vous voulez ajouter quelque chose, sinon on peut... Oui, on peut. Je pense que le phénomène d'insécurité, là, est un grave problème en Haïti. Oui. En ce moment, dans tous les secteurs de la vie en Haïti, le problème à l'heure actuelle, un des problèmes les plus graves est l'insécurité. Et oui, certaines femmes refusent de sortir, ont peur de sortir à cause de l'insécurité, ce qui met un bémol sévère lorsqu'on parle d'accès aux soins de santé. Bien sûr. Grâce au réseau d'ASCP, d'agents de santé communautaires polyvalents qui sont déjà dans les communautés, qui font des visites domiciliaires. Ils sont capables d'aller voir les femmes enceintes. Ils ont un rapprochement également pour faire du biais sur la question précédente avec les matrones. Et les matrones aussi ont été formées avec les institutions sur les risques, les signes et les risques à l'accouchement. Par exemple, un enfant qui viendrait prématurément, qui est mal positionné, qui nécessite une césarienne. Donc, quand il y a un risque, il y a un référencement direct à l'institution. Et ce rapprochement est extrêmement important. Maintenant, on n'est pas une organisation qui va se positionner dans les conflits armés. Ce n'est pas nous qui avons la tâche. Malheureusement, il y a un gouvernement qui est en place qui doit prendre ses responsabilités. On peut comprendre ces femmes qui ont peur de venir à l'hôpital. Et actuellement, c'est un des défis où est-ce que les solutions sont assez limitées. On parle de communauté et je pense qu'une des réponses à ces défis, ces enjeux sociopolitiques qui conduisent à l'insécurité, c'est d'avoir des communautés fortes, des communautés sensibilisées, des communautés instruites et des communautés qui savent quand référer vers les institutions quand les signes démontrent des risques pour la vie. D'accord. Écoutez, on a plus de nouvelles questions sur des sujets qu'on n'a pas encore abordés. Je vois que le temps file. Que votre conclusion est ce que vous venez de dire, Nicolas, est pas mal la plus belle conclusion qu'on pourrait faire sur à la fois les possibilités de votre action, la manière dont vous travaillez, puis en même temps les limites qui vous sont imposées parce que vous
pouvez pas passer au-delà de certaines contraintes qui sont absolument majeures, hein. Ça fait un très bon tour d'horizon. Je vous laisserai peut-être juste une petite minute chacun, si vous voulez dire un petit mot pour conclure, si vous avez un message à passer aux personnes qui étaient avec nous ce soir. Puis on en arrivera à la fin de ce webinaire. Qui des trois se lance en premier? Marie-Flore, vous avez ouvert votre micro en premier. Pas de chance. Donc, dans un pays comme Haïti, donc, et par rapport aux problèmes de santé qui existent, et l'accès de santé, pour moi, c'est un problème. Donc, quand même, il faut prioriser l'approche communautaire parce que sans l'approche communautaire, on ne va pas vraiment y arriver. Donc, il faut quand même prioriser l'approche communautaire, aller dans les communautés, faire des rencontres communautaires, donc rencontrer les femmes enceintes, par exemple, quand on avait parlé de question de matrone, tout ça, il faut sensibiliser. Et les femmes aussi sur les signes de danger, donc c'est vraiment important. Et comme je viens de dire, donc, dans un pays comme Haïti, donc avec tous les problèmes de déplacement, et problème d'inaccessibilité des routes. Donc, il faut prioriser l'approche communautaire, c'est-à-dire il faut aller vers les communautés, emmener les soins vers les communautés. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, ben, merci beaucoup. Docteur Chili-Rose? Oui, alors écoutez, ça a été une belle discussion. L'approche à la fois d'appui des institutions de santé publiques et communautaires, les deux à la fois, je pense que c'est tout à fait gagnant. Et l'approche de santé communautaire, ça ne va pas de soi non plus. Ça ne va vraiment pas de soi parce que ça demande du temps, de l'énergie, une disposition, une posture et un positionnement. Ça ne va pas de soi. Donc, c'est un défi toujours de garder cette approche. Puis aussi, pour qu'elle soit vraiment axée dans un but de développement du pouvoir d'agir des communautés et pas versée dans un but utilitariste pour servir les fins d'un système de santé public. D'accord. Voilà, merci pour l'invitation. Ben, merci à vous. Nicolas, un petit mot de la fin? Je voulais dire que c'est spécial en Haïti parce que quand je parle avec des amis, avec la famille, il y a une question qui revient tout le temps, mais on dirait que c'est un pays qui est toujours en crise. Il y a toujours des problèmes. Oui, les défis sont réels. Chaque jour, quand on se lève pour travailler, on a une montagne de défis à surmonter. Et je tiens aujourd'hui à féliciter et à saluer l'équipe de Médecins du Monde, particulièrement l'équipe en Haïti, qui chaque jour se lèvent et font une différence dans le quotidien. Donc oui, la situation est difficile. Oui, les cas sont compliqués. Oui, on dirait qu'il y a toujours une autre tuile, un tremblement de terre, un ouragan, des problèmes sociopolitiques. Mais il y a toujours une population qui est debout en Haïti, une population résiliente, une population souriante et une population qui a droit à cet accès aux soins de santé. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. D'accord, ben, je vais écouter, c'est une magnifique conclusion. Bravo, bravo à tous et à toutes les personnes qui se mobilisent. Je pense qu'on peut que vraiment vous saluer et applaudir votre action. Je vous remercie tous les trois. Je vous remercie aussi à vous, cher public, de votre attention. Merci à Médecins du Monde Canada pour l'organisation de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié votre soirée et puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans un prochain webinaire. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.